Je pense que l'Auréac, historiquement, a le mérite d'être le premier film de l'histoire du cinéma entièrement tourné en langue basque qui faisait partie de la compétition de Saint-Sébastien. Vous savez que Saint-Sébastien, c'est le plus important festival en Espagne, et je dirais même, troisième, quatrième au monde, peut-être. Troisième, quatrième, on va dire. Peut-être cinquième, on ne sait pas. Bon. Enfin, je ne suis pas objective là-dessus. Donc voilà, et ça nous fait très plaisir aussi parce qu'on le dit, vous pouvez lire les programmes quand on parle de la Fenêtre basque qui va fêter 15 ans à Nantes, c'est-à-dire le cinéma basque est présent avec une section telle qu'elle à Nantes depuis 15 ans. Et c'est une section où on disait la génération Kimouak débarque. N'est-ce pas? Kimouak est un programme du gouvernement basque qui soutient la diffusion et la promotion du court-métrage basque partout dans le monde. Et ça a été, je dirais, un outil pour toute une génération de jeunes réalisateurs basques dont on voit maintenant les résultats. Puisque, par exemple, Jon Garagno et José Mari Goenaga ont tourné pas mal de documentaires qui faisaient partie de Kimouak. Mais c'est le cas aussi de Borja Coveaga, que vous avez vu pour El Negociador. C'est le cas de Miquel Rueda, par exemple, qui faisait partie de la compétition Opéra Prima. Enfin, je pense qu'il y a toute une génération qui a été là présente, n'est-ce pas? Et je suis très content puisqu'il s'agit de l'argent public. Il s'agit donc de l'argent public dans le monde de la culture et ça sert à quelque chose. Donc je pense qu'il faut être content des résultats et je suis particulièrement fier d'être à côté de Jon Garagno aujourd'hui. Donc voilà, Jon, no sé si quieres comenzar para romper el hielo con algo o si directamente pasamos la palabra. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, yo dispuesto a responder. Entonces, y si no, pues me preguntas tú. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. On va commencer parce que lui, il préfère directement répondre aux questions. Il y a un micro là-bas au fond. Et ben voilà, c'est Françoisette qui va poser la première question. C'est une grande spécialiste, donc il faut faire attention, Jon. Me lo pones difícil. Bon, c'est difficile parce que José-Anne me demande de poser une question difficile et ce qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose de très banal. C'est comment as-tu eu l'idée de ce film? Donc j'ai beaucoup aimé l'originalité, parce que ça me semble tout à fait à contre-courant des films qu'on fait actuellement. Un film très poétique, très tendre, et en même temps avec des ellipses, des non-dits, pas de blabla, rien en trop. Ça me fait penser un peu à... je ne suis pas du tout spécialiste du cinéma asiatique, mais je me rappelle avoir vu un très joli film qui s'appelait Poetry. Et ça m'a fait un peu penser à cette atmosphère, avec aussi l'importance des fleurs et de la nature et du symbolisme qu'on peut y attacher. Bueno, voy a empezar un poco por la referencia al cine asiático, que es algo que nosotros en principio no teníamos en mente cuando hicimos la película, pero sí que cuando la acabamos y la estrenamos, mucha gente nos lo comentó. Y es verdad que ahora, pensando en la película, pues sí que quizás la realización, el tema de las flores o incluso el tempo puede ser algo del cine asiático, ¿no? Y que hayas comentado, bueno, Poetry, pues para nosotros es un halago porque tanto a mí como a José Mari es una peli que nos gusta mucho. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment pensé au cinéma asiatique quand on a fait le film, mais après les projections, beaucoup de gens nous ont dit justement ces choses-là, qu'ils y voyaient aussi un petit peu, peut-être dans la réalisation, dans le tempo, dans le thème des fleurs aussi, quelque chose à voir avec ce cinéma-là. Et évidemment, de parler de Poetry et d'y avoir pensé, enfin en voyant ce film-là, pour nous c'est un honneur parce qu'on adore tous les deux ce film. Et sur la idea en sí, la idea original de esta película es de José Mari, de mi codirector. Somos 3 guionistas, pero el primero de todos fue José Mari. Y él siempre dice que la primera idea vino de una imagen, y fue de la imagen de unas flores en la carretera, ¿no? Pensar en esas flores, lo primero,
lo primero que te viene es el aspecto dramático, ¿no? El drama que hay detrás de esas flores, pero también si te pones a pensar un poco más allá, enseguida piensas un poco en el misterio que hay detrás de esas flores, ¿no? ¿Quién pone esas flores? ¿Por qué las ponen? ¿Cuándo las ponen? Etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente vemos las flores, pero detrás de esas flores hay un montón de historias que podrían ser interesantes para una película. Ese es uno de los temas, uno de los puntos de partida de la película. Et l'idée, en fait, est venue à José María, qui est l'un des trois co-guionistes donc du film, co-scénariste pardon du film. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a commencé vraiment à écrire. En fait, par rapport à une image qu'il a vue, ces fleurs qu'on voit sur la route parfois et où on se dit donc avec une croix, enfin bon voilà, où on sait qu'il y a eu un mort. Et quand on voit ces fleurs, évidemment, on pense donc au drame qui a pu se produire à cet endroit-là, mais également au mystère qu'elles engendrent, c'est-à-dire qui pose ces fleurs, pourquoi, quand exactement. Et donc, si on commence à réfléchir un petit peu à partir de cela, il y a plein d'histoires intéressantes qui apparaissent et qui peuvent devenir un film. Pero luego hay otra historia, que es la historia de Anne, que empieza a recibir flores semanalmente, ¿no? de un anónimo. Y esa historia surgió de una canción bastante conocida en España, que se llama Un ramito de violetas, de Cecilia, aunque luego igual la popularizó Manzanita, oye, por lo menos se me hacía más conocida la versión de Manzanita. Y aunque el desarrollo de la canción es muy diferente al de la película, porque en la canción al final se descubre que quien les mandaba las flores por primavera era el marido, pero sí que el punto de inspiración vino un poco de esa canción, ¿no? O sea, como una mujer empieza a recibir flores. Et ensuite, il y a l'autre histoire aussi de Anne qui reçoit donc ces fleurs une fois par semaine, de manière hebdomadaire. Et en fait, ça vient d'une chanson qui est connue en Espagne qui s'appelle Le petit bouquet de Violette. Et donc, qui était chantée par Violetta, hein, c'est ça? Non, pardon, voilà, Cecilia, excusez-moi, qui était chantée par Cecilia, mais qui finalement a été, comment dire, plus répandue par une autre chanteuse qui s'appelle Margarita. Et Manzanita, oh là là, je ne les connais pas spécialement, alors, et j'ai mal écrit. Manzanita, excusez-moi. Et donc, cette chanson raconte la même histoire, une femme qui reçoit des fleurs comme ça régulièrement, et elle ne sait pas exactement de qui c'est, mais on le découvre au fur et à mesure de la chanson. C'était en fait son mari. Et alors évidemment, c'est ce qui nous a inspiré l'histoire de Anna dans le film. Donc c'est la deuxième partie. Y nos gustaba un poco la relación que se establece entre esas dos historias, ¿no? Porque en el fondo, en las dos historias hay unas flores misteriosas que aparecen ahí de forma misteriosa y que genera en los receptores o en la gente que recibe esas flores reacciones iguales, ¿no? En la primera historia, Anne se ilusiona por esas flores, mientras que su marido siente esas flores como una amenaza, ¿no? Mientras que en la historia de Lourdes, Lourdes siente esas flores como una amenaza, mientras que para Tere suponen una ilusión, ¿no? Entonces, el juego de espejos que se establecen entre esas dos historias y que una de ellas bueno, o sea, converge en la otra, pues nos parecía muy, muy interesante. Et en fait, on a trouvé qu'il y avait vraiment une relation entre ces deux histoires, parce que dans le fond, ce sont des fleurs mystérieuses qui génèrent une sorte de, chez les gens qui les reçoivent, une sorte de questionnement justement. Et dans le cas de Anna, eh bien, elle est heureuse de recevoir ces fleurs-là, mais son mari, lui, le sent comme une menace. Et dans l'autre histoire, Lourdes, elle le ressent comme une menace, alors que Tere le ressent comme aussi quelque chose de beau. Et voilà, donc on a trouvé ce parallèle entre ces deux histoires-là qui nous intéressait à approfondir. Y bueno, y de ahí ya todo lo demás. Pero así empezó la película. Et après, évidemment, on a développé l'histoire, mais c'est comme ça que le film a commencé. D'autres questions? Moi, j'en ai une, si vous, comme ça, vous avez le temps
d'en penser. Moi, je voudrais, John, que tu... pardon, je vais peut-être poser la question en espagnol et tu traduiras. Para mí la película también es, y yo creo que para vosotros también, o sea que igual estamos de acuerdo, es una película también que habla mucho de la memoria, ¿no? Que me parece que es importantísimo. Es decir, memoria de gente que recuerda, memoria de gente que no quiere recordar, memoria de gente que no puede recordar, ¿no? Y me parece que ese juego también es muy bello en la película y está muy bien realizado, ¿no? Le film, pour moi, parle également de la mémoire des gens qui ont cette mémoire-là, qui se rappellent de choses, ceux qui ne veulent pas se rappeler, ceux qui ne peuvent pas se rappeler. Et je trouve qu'il y a un très beau jeu entre justement ces choses-là, et c'est ce qu'il aimerait bien qu'il développe un petit peu. Efectivamente, para nosotros era el tema principal de la película, aunque luego se habla de otras cosas, ya sea la comunicación o la incomunicación más bien, o incluso las relaciones en pareja o la soledad. Hay otros temas en la película, pero para nosotros en la base de todo estaba el tema de la memoria, ¿no? Y era, yo creo que el tema principal a la hora de escribir esta película. O sea, para nosotros era, al principio por lo menos, el tema. En fait, pour nous, c'était vraiment le thème principal. C'était la base et vraiment ce pourquoi on avait envie de raconter le film. Il y a évidemment d'autres thèmes qui sont développés dans le film, comme l'incommunication, le fait de ne pas pouvoir se communiquer, les relations de couple, également la solitude. Voilà. Mais c'était vraiment ce thème-là qui nous intéressait à développer. Y bueno, nos parecía interesante cómo ante un mismo hecho doloroso que hay gente que reacciona de forma diferente, ¿no? Y no solo eso, sino que eso puede generar un conflicto entre los personajes. Es decir, Tere, ante la muerte de su hijo, quiere recordar, ante todo para ella lo más importante es recordar, mientras que Lourdes quiere olvidar, ¿no? Y esto genera un conflicto entre ellas. Y no solo eso, sino luego también nos parecía interesante mostrar, bueno, en la historia hay una paradoja, ¿no? Una ironía, que al final la que quiere recordar acaba olvidando y quien quiere olvidar acaba recordando, ¿no? Y entonces de alguna forma es algo que bueno, que nos da la sensación que por mucho que lo fuerces, al final el olvido, el recuerdo, pues hacen su propio camino, ¿no? Y queríamos de alguna forma mostrarlo en esta película. Et ce qui est intéressant de raconter aussi, c'est que devant un même fait douloureux, qui est la perte de quelqu'un, eh bien, les gens peuvent réagir de manière tout à fait différente. Et ça peut créer un conflit d'ailleurs, ce qui est le cas entre Tere, la mère, donc, qui, pour elle, elle ne veut pas cesser de se remémorer, donc de penser à son fils, alors que Lourdes, la femme, elle préfère oublier. Et ça crée justement un conflit entre ces deux personnages féminins. Et justement, ce qu'on voulait aussi donc après montrer, c'était le paradoxe, ou en tout cas l'ironie qui avec le temps apparaît, c'est que celle qui voulait tellement se remémorer finalement oublie, et celle qui ne voulait pas se rappeler finalement va commencer à y penser. Donc voilà, c'est cette force donc, de l'oubli ou de la mémoire qui finalement a son propre chemin, son propre cheminement et que des fois on ne contrôle pas complètement. Y luego hay un tercer personaje, que es el personaje de Anne, que prácticamente no tiene razón ni para recordar ni para olvidar, porque no conoce a Beñat, pero de alguna forma está reconstruyendo un pasado, ¿no? Y nos parecía eso también interesante porque, bueno, realmente esto que se cuenta en clave intimista en la película también se puede trasladar a nuestra sociedad, ¿no? Y hablo de la sociedad vasca. En estos momentos pues es un tema que está muy presente, pues con todo lo que ha pasado, pues hay gente que quiere olvidar y quiere recordar. Y, por supuesto, en España es un debate que no se ha resuelto y que sigue en pie desde la Guerra Civil, diría yo. Hay quienes quieren recordar y quienes quieren olvidar, ¿no? Y bueno, pues ahí se genera un conflicto y de alguna forma queríamos contarlo en la peli. De hecho, había una pequeña trama en la peli que al final que se cortó en la sala de montaje. Pero bueno, en fin, lo hemos dejado ahí, hay una pincelada.
Il y a également donc un troisième personnage, Anne, qui, elle, n'a pas de raison d'oublier ou de se rappeler, puisque finalement, elle n'a pas connu celui qui est mort. Et en fait, ce qu'elle va faire, elle, c'est reconstruire un passé à partir de ce qu'elle sait. Et donc, cette clé d'intimité comme ça, avec laquelle on raconte les choses dans le film, est également quelque chose qu'on peut répercuter dans la société et basque notamment, puisque avec ce qui s'y passe ces dernières années, au sujet aussi de tout ce qui s'est passé au Pays basque, eh bien, il y a des gens qui veulent oublier et d'autres qui veulent au contraire remettre au goût du jour, en lumière, toutes ces choses-là, donc se rappeler de toutes ces choses-là. Et ça crée un vrai débat qui est toujours vivant en Espagne, parce qu'il y a des gens qui, en effet, veulent oublier, qui préfèrent oublier, et d'autres qui préfèrent non, en reparler. Donc, il y avait notamment un thème à ce sujet-là dans le film, mais qui a disparu dans le montage, et qui n'est resté que quelques petits effets comme ça dans le film. Excusez-moi. Il y a une allusion je dirais à l'histoire et au fait que certains Espagnols veulent se souvenir de l'histoire et d'autres non, préfèrent oublier. Quand le mari de Anne regarde une émission de télévision où justement il y a un reportage où on commente ce fait-là, voilà, que certains veulent faire table rase du passé alors que d'autres veulent justement parler et de la justice. Pues me hace gracia que te hayas dado cuenta, porque mucha gente se queda, cuando comentamos este tema, es como que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Y sí, era una trama que estaba en la película o en el guión, que al final decidimos quitarlo porque de repente habría como otros caminos que no se cerraban, ¿no? Pero había una pequeña trama en la película en el que en la obra en la que trabajaban Beñat y Nagore aparecían unos huesos de una fosa común, seguramente de la guerra civil, ¿no? Entonces eso, aunque no era el tema principal de la película, sí que estaba presente en el día de Beñat, porque lo comentaba en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Había como una serie de momentos en los que se trataba el tema. Lo que pasa es que, pues lo que he dicho, desvirtuaba un poco, por lo menos, o sobre todo te llevaba por otros caminos que hacían que la peli nos pidió que no estuviesen ahí. Al final decidimos no meterlo. Entonces, al final, lo único que quedó es ese momento que decidimos meterlo en la tele como una pequeña pincelada. Y me alegra muchísimo que te hayas dado cuenta. Ça me fait plaisir que vous souleviez ça, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce petit moment-là et qui donc ne se rendent pas compte de ce thème-là qui a été touché de manière très, très petite, mais qui quand même apparaît dans le film, parce que justement, elle faisait partie du scénario. Mais avec le montage, on a décidé de l'enlever parce que ça ouvrait des chemins qui finalement n'allaient pas se refermer et on pensait que le film demandait à ce que finalement ça n'apparaisse pas trop. Et c'est resté juste dans cette émission de télévision. Mais c'est quelque chose qui... la película de Beñati, c'est... Beñat, mais c'est Beñat Beñat es el que trabaja en la obra. Ah si, voilà. Mais voilà, celui qui meurt justement, à un moment donné, ça apparaît. Donc l'histoire, c'est vrai, des os qui sont retrouvés, et c'est pour ça que on a voulu garder juste ce moment du reportage. Oui. Il y a aussi un effet d'écho parce que les objets qu'on cherche, comme la chaîne qu'elle cherche comme ça dans la terre et qui ne se trouve pas dans la terre mais dans l'air. Enfin, il y a de très très belles images aussi. J'aime énormément la photographie aussi et le montage.
sont très très réussis, je trouve, dans le film, avec tous les parallèles entre, par exemple, le corps de Benat au moment où on referme la fermeture éclair sur le et à ce moment-là, sa femme ferme sa valise. Il y a énormément de montages parallèles, mais en même temps très pudiques et très. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Muchas gracias. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir, merci pour ce beau film. Parfois très dur, mais en fait, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a un côté poétique fort et j'aime beaucoup les fleurs. Parfois, j'avais même l'impression de sentir les parfums, puisque je connais certaines fleurs, et il y avait même une assistante sur des gros plans. Mais c'était quand même dans un cadre assez plutôt triste, dramatique, et qui peut nous émouvoir, nous rappeler des deuils, des enterrements. Donc c'est pas très drôle, mais j'ai beaucoup aimé quand même ce film. Et je voudrais savoir si vous aviez déjà tourné des films avec ces acteurs et actrices. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez tout écrit les dialogues ou vous leur avez laissé beaucoup de liberté? Et j'aimerais aussi savoir pourquoi vous avez choisi le titre Lauréac et qu'est-ce que ça veut dire? Bueno, respecto a las actrices, bueno, el guión sí que estaba escrito, lo que pasa es que hay un par de secuencias que se cambiaron cuando estábamos ensayándolas con las actrices. Y sobre todo dos secuencias importantes, sobre todo una, la secuencia del coche en el que se juntan Lourdes y Anne, cuando al final acaba con lo de la oveja y demás. Esa secuencia, digamos que la coescribimos juntos en los ensayos, porque tenía un desarrollo y al final, pues bueno, pues ellas también se tenían que sentir cómodas y al final lo fuimos puliendo juntos. Alors, pour ce qui est des actrices, donc, et du travail du dialogue, le scénario était très écrit. Mais il y avait quand même deux séquences où finalement, on a fait des improvisations et durant les répétitions, ça s'est transformé pour que justement les actrices soient plus à l'aise aussi avec leur texte. Et notamment, la plus importante, c'est dans la voiture, quand Lourdes et Anna se retrouvent ensemble. Celle-ci, pendant les répètes, on a vraiment réécrit ensemble ce dialogue pour qu'elles se sentent à l'aise avec le texte. Y luego hay otra secuencia que es una de mis secuencias favoritas de la película y es el momento en el que están viendo a Beñat cuando era pequeño, que en el fondo es ese ejercicio de reconstrucción, ¿no? De que están las dos juntas hablando de Beñat y cómo era y demás, que la primera parte de esa secuencia es una improvisación total, o sea, no tenían texto. O sea, en principio la secuencia no empezaba así, pero bueno, queríamos que entrasen a ese momento calientes y nos gustó tanto que al final lo dejamos en la película. Et une de mes séquences préférées est celle de quand elles voient toutes les deux... Donc la mère et c'est ça, hein, la mère, la madre y la hija, la mère et la fille, pas la fille, pardon, Anne, voient Beñat quand il est petit, donc cette vidéo de quand il est enfant, et que donc là elles reconstruisent quelque chose finalement de son passé et qu'elle parle de comment il était, comment il agissait à ce moment-là. Et bien cette première partie c'est une impro totale, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de texte écrit, on les a laissés se chauffer en quelque sorte, et finalement ça nous a tellement plu ce qui est sorti de cette impro qu'on l'a gardé pour le film. Todo lo demás estaba muy escrito, entonces ahí no había... Et tout le reste était très écrit, hein, il n'y a pas eu vraiment après de choses qui ont changé. Y sobre las actrices, Itziar Aizpuru, que es la que hace de Tere, la señora mayor en la película, era la protagonista de nuestra primera película, la que era nuestra ópera prima. Entonces estaba claro que ella tenía que ser Tere por edad, por todo, y de hecho lo hace genial.
Et pour ce qui est des actrices, donc en fait, celle qui interprète le personnage de Tere était le personnage principal, un des deux personnages principaux de, justement du film antérieur, en 80 jours. Et pour une histoire d'âge aussi, et parce que c'était elle, on devait absolument la prendre parce qu'elle est géniale et on voulait retravailler avec elle. Nagore Aramburu, Anne en la película, la que recibe las flores, bueno, era una actriz que nos gustaba mucho. Pensábamos en ella desde el principio, aún así le hicimos un casting que lo hizo muy bien y al final acabamos haciéndolo con ella, ¿no? Y ha sido curioso trabajar con Nagore porque Nagore, aparte de actriz, también es guionista y directora. Entonces, ha sido más que ensayar con ella y trabajarlo de esa forma, sobre todo hemos hablado del personaje. Entonces ha sido una forma diferente para nosotros de afrontar el trabajo y ha sido muy interesante. Y tiene mucho mérito lo que hace porque con muy poco expresa mucho y para nosotros era importante y ella ha sido capaz de hacerlo y estamos muy, muy agradecidos también. Et l'actrice qui joue le rôle de Anne, donc Nagore, celle qui reçoit les fleurs, c'est une actrice qu'on aime beaucoup et on avait envie de travailler avec elle dès le départ en fait. Et quand elle a fait le casting, ça s'est tellement bien passé que voilà, on était sûr qu'on la prendrait. Mais elle, ce qui est spécifique, c'est qu'elle est également scénariste et réalisatrice. Donc en fait, pendant plus que de faire des répètes pour essayer de trouver le personnage, en fait, on a beaucoup parlé du personnage. Et pour nous, c'était une manière différente de s'affronter donc à ce type de travail. Et ça, justement, ça nous a plu, ça nous a beaucoup intéressés. Et elle a beaucoup de mérite également d'arriver avec très peu de choses à pouvoir exprimer autant, ce qui n'est pas facile pour une actrice. Y por último, Lourdes, bueno, ahí teníamos más dudas, porque en principio nosotros nos imaginamos una señora mayor para hacer ese papel. Y bueno, según íbamos haciendo el casting para ese personaje, nos iban convenciendo otras opciones. Y realmente fue un casting largo en el que hubo 3 finalistas, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, cada una de ellas nos ofrecía una Lourdes diferente. Era muy curioso, porque era según quién lo hiciese, el personaje cambiaba, ¿no? Y al final, después de pensarlo mucho, decidimos hacer la película con Itziar Ituño, pues por un lado porque, aparte que nos gustaba como actriz, porque sabía llorar bien y para nosotros en un momento determinado de la película era importante y sobre todo por su mirada, que tiene una mirada muy expresiva y con mucha fuerza, ¿no? Y entonces tiene momentos importantes en los que la mirada lo es todo para la secuencia. Entonces, claro, eso no te lo da cualquier actriz y Itziar nos lo daba, ¿no? Y bueno, pues decidimos hacerlo con ella. Es una actriz muy conocida en el País Vasco porque trabaja en Goenkale, que es un culebrón que lleva 21 años en antena, entonces, y haciendo de policía, y era como un pequeño, bueno, no sé si riesgo no, pero sí que era algo diferente a lo que estábamos habituados a verle. Y bueno, pues al final la verdad es que también estamos muy contentos con su trabajo. Et pour le personnage de Lourdes, alors elle, on a eu beaucoup plus de doutes au sujet de ce personnage parce qu'on pensait à quelqu'un de plus âgé. Et donc on a fait le casting et en fait, il y avait plusieurs options qui finalement nous intéressaient, qui nous convenaient, mais on avait du mal à choisir. Et ça a été donc un casting assez long parce que on est arrivé finalement, pour le dire ainsi, avec 3 finalistes qui chacune nous donnait une lourdesse différente, vraiment, un personnage complètement différent qui changeait. Donc on y a réfléchi beaucoup et on s'est décidé finalement pour Itziar parce que en fait elle pleurait très bien. C'est une actrice qui sait très bien pleurer et c'est important pour ce rôle-là. Et également parce qu'elle a un regard très très expressif et avec beaucoup de force. Et pour certaines séquences, on avait besoin de cette force-là pour exprimer les choses qui étaient nécessaires. Et donc voilà, finalement, on l'a choisie elle. C'est une actrice qui est connue au Pays Basque parce qu'elle depuis 21 ans, elle joue une femme policière dans une série de télé
Et donc, c'était un risque également de la prendre parce que finalement, elle est là dans un registre complètement différent, mais on est tout à fait content du résultat. Y sobre Loreac, Loreac significa flores. Entonces, en basque. Voilà, Loreac, ça veut dire fleur en basque. El título al principio, cuando estábamos rodando, era Loreac errepidean, que quiere decir flores en la carretera. Pero decidimos cambiarlo pues, por razones obvias. O sea, porque al fin y al cabo no solo las flores en la carretera son importantes, sino todas las demás flores. Au début, c'était en euskera. Je ne vais pas m'y lancer parce que je n'y connais pas. Mais c'était le titre vraiment, pendant qu'on tournait, c'était Fleurs sur la route. Mais évidemment, on l'a changé parce que finalement, il y a plus que ça. Ce n'est pas que les fleurs sur la route, mais il y a toutes ces autres fleurs. Et donc, c'était plus global et plus juste. Oui. Ça, on savait. John, il m'avait dit, tu verras, il y aura la question de mouton à un moment donné. Et il a deviné, Bueno, hay más que dos realmente en la película, porque en la película sí que es verdad, y esto está bien que digas dos, porque en el guión solo estaba en esos dos momentos. Pero como hemos dicho más de una vez, al final las ovejas querían estar en la película y nosotros nos aprovechamos de ellas, porque fuimos a una obra a trabajar en la que estaba rodeada de monte y en el monte había ovejas. Y luego, por ejemplo, también nos pasaron una película de Super 8, la que he mencionado antes, la que estaban viendo ellos, nos pasan 1 minuto y medio de Super 8 y en esas imágenes había ovejas, ¿no? Entonces nosotros decimos que querían estar en la película. Et en fait, c'est assez juste de dire deux parce que c'était le cas dans le scénario, c'est ce qui était écrit. Mais on a eu une sensation pendant tout le film que les moutons voulaient à tout prix être dans le film. Parce que là où on a travaillé, donc le chantier finalement était entouré de montagnes et il y avait toujours des moutons qui apparaissaient. Et le film dont on parlait tout à l'heure en Super 8, il y a également des moutons qui apparaissent. Donc, il y avait une sorte je sais pas, d'interaction comme ça des moutons qui fait qu'apparemment elles apparaissent plus que 2 fois dans le film. Y no solo eso, sino que también lo hacen muy bien, porque... Et en plus, ils le font bien, les moutons. Ils interprètent bien leur rôle. Luego explico un poco el significado, pero como anécdota, cuando íbamos a rodar, el momento en el que la primera vez que aparece la oveja después del accidente, había un cuidador de ovejas y le preguntamos, ¿qué va a hacer la oveja? Porque era importante que después del accidente saliese. Claro. Y nos dice el cuidador, pues no sé. No nos daba ninguna confianza y le decíamos, pues pero por lo menos va a salir al plano y va a cruzar el plano o se va a ir de derecha a izquierda o va a hacer algo ahí. No sé, puede pasar cualquier cosa. Y tuvimos la gran suerte de contar con una oveja muy profesional que salió, y no solo eso, sino que estamos todo el rato jugando con la centralidad, ¿no? En la película, estamos muy en el centro todo el rato. Y el propio plano está dividido por la línea de la carretera que está en el centro y la oveja sigue la línea, o sea, a la cámara, entonces lo hizo perfecto y fue para nosotros como, bueno, estamos agradecidísimos a la abeja. Et il y a une anecdote justement, la première fois que le mouton apparaît, c'est juste après l'accident. Et justement, on avait donc un dresseur qui était là et on lui demandait, mais qu'est-ce que va faire le mouton ? Il va vraiment rentrer dans le cadre, il va sortir à droite, à gauche ? Et il disait, je ne sais pas, on verra bien. Et il disait, mais parce qu'on a vraiment besoin qu'il apparaisse à ce moment-là. Et finalement, ils se sont lancés. Et le mouton était vraiment très professionnel. Parce qu'il est rentré vraiment dans le plan où il fallait. Et dans le film, on est assez porté sur le centre, comme ça. Il y a toujours une division entre les... on a beaucoup travaillé cela pendant tout le film. Et là, justement, il y a cette ligne qui traverse au milieu de la route. Et donc au milieu du plan, et on avait besoin que le mouton passe par là, et il a fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il a suivi la ligne de la route. Donc voilà, pour nous c'était parfait, on ne pouvait pas demander mieux. ¿Y sobre qué significa la oveja? Mira, pues al principio no lo explicábamos. Y de hecho no lo hacíamos porque nos parecía que también era un gancho para el espectador, ¿no? Es decir, que cuando la gente viese la película, normalmente
bueno, nuestra idea por lo menos era que saliesen del cine para hablar también de la oveja, ¿no? Es decir, que la oveja fuese un pretexto para hablar de otras cosas de la película que nos parecían interesantes. Y normalmente si ves una película así, yo creo que lo lógico es que le preguntes al de al lado, a ver, para él qué significa o para ella qué significa la oveja, ¿no? Y ahí se puede generar un debate que para nosotros podría ser interesante. Pero bueno, voy a contar lo que es para nosotros. Et bon, donc, pour ce qui est du signifiant, de la signification du mouton, au début, on ne voulait pas l'expliquer. Et parce qu'on trouvait que c'était un moyen pour le spectateur de te trouver un thème comme ça, tout de suite qui surgissait. Et notamment, quand on sort du cinéma, on a toujours des questions à se poser les uns aux autres. Et c'était un prétexte pour amener les spectateurs à parler et de ça, mais du film également. Et donc, parce qu'on a toujours envie de savoir, et toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça t'inspire, le débat est intéressant. Bueno, ¿qué es la oveja para nosotros? Et vraiment la signification maintenant. Bueno, para nosotros está muy unido al tema de la película, que es el tema de la memoria. Y es, bueno, la primera vez que aparece la oveja, sí, ya con presencia, como has dicho tú, es en el accidente, ¿no? Y entonces es cuando de repente una persona desaparece, lo único que queda es la memoria de esa persona, ¿no? Entonces la oveja representa eso, ¿no? Y luego nos parecía muy interesante, hay un momento cuando al final chocan contra la oveja en la ciudad, es un momento en el que cada una de ellas está queriendo imponer su visión de Beñat, ¿no? Como lo que es para ellas Beñat, ¿no? Y de alguna forma están pasando por encima de la memoria de Beñat. Y bueno, una forma un poco así metafórica para representar lo que queríamos, que era un poco la idea de la memoria. En esa secuencia también es un poco anticipativa porque al final te va a contar lo que pasa en la peli. A partir de ese momento es Lourdes la que se va a quedar con la oveja, con la memoria, mientras que Anne huye, ¿no? O sea, no quiere saber nada más ya de Beñat ni de nada. Entonces, pues bueno, pues ese juego también nos parecía interesante. Et en fait, pour nous, les moutons étaient très liés au thème même du film, c'est-à-dire la mémoire. C'est-à-dire que la première fois qu'il apparaît, le mouton, c'est après l'accident. Donc, quand le corps disparaît, finalement, qu'est-ce qu'il reste? C'est la mémoire. Et pour nous, ce mouton représentait la mémoire. Et à la fin, quand justement elles ont un accident, qu'elles heurtent un mouton, les deux femmes quand elles sont dans la voiture, en fait c'est une manière symbolique de dire que chacune veut imposer à l'autre sa vision de Beñat, de celui qui est mort, et que justement elle passe par au-dessus, elle roule symboliquement sur cette mémoire qui est vraiment Beñat, c'est-à-dire ce que représente vraiment ce personnage. Et c'est à partir de ce moment-là que justement ça change, que ça bascule au niveau de ce que chacun va représenter dans cette mémoire-là. C'est-à-dire que Lourdes va vraiment continuer avec la mémoire, puisque c'est elle à ce moment-là qui va commencer à amener des fleurs, alors que Anna, elle, va fuir cette mémoire qu'elle avait reconstruite. Oui. Bueno, José también lo sabe. Es que Euskadi es así. Le Pays Basque est comme ça. Hein. Ah non, je suis allée un mois d'août au Pays Basque espagnol. Non, au contraire, soleil et chaleur. Bueno, realmente es así y no es así, porque nosotros sí que nos interesaba que hubiese un ambiente húmedo y un poco claustrofóbico también, ¿no? Eso es verdad. Luego, también es verdad que muchas veces no teníamos que utilizar máquinas de lluvia porque llovía. O sea, es una combinación de las dos cosas, ¿no? Pero sí que, bueno, sí que era importante que hubiese como un ambiente un poco plomizo. Incluso, si os fijáis, la película empieza con unas flores que están en ese propio ambiente, ¿no? Oscuro, lluvioso y demás, y al final acaban en un entorno completamente diferente, luminoso, con luz, sol y demás, ¿no? Entonces queríamos que de alguna forma se trasladase el cambio y que algo había pasado, ¿no? Pero sí que hay algo de verdad en esa lluvia, ¿no? Pues,
En fait, c'est comme ça et c'est pas comme ça vraiment. C'est-à-dire que c'est vrai que pour le film, ça nous intéressait d'avoir une ambiance comme ça, humide et presque claustrophobique aussi. Mais on n'a pas dû à chaque fois utiliser la machine qui fait la pluie pour le cinéma, parce que souvent il pleuvait. Donc voilà, mais si vous avez bien remarqué, au début, justement, on avait besoin de cette ambiance-là. Et surtout au début, on voit les fleurs en premier plan et elles sont comme dans une ambiance un peu obscure, un peu humide. D'ailleurs, elles ont beaucoup de gouttes de pluie sur elles. Et à la fin, c'est une ambiance totalement différente. Ce sont des fleurs aussi, mais avec un rayon de lumière, un rayon de soleil. Et ça invoque donc le changement et quelque chose a changé depuis, entre le début et la fin du film. Donc voilà, c'est ce dont on avait besoin pour le film. Mais bon, on peut dire que c'est souvent comme ça, oui, en effet, au Pays Basque. Je confirme, je confirme. Est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être? Oui. J'ai eu la chance de voir vos deux films que j'ai beaucoup aimés. On voit que ce sont des films intimistes et très féminins. Est-ce que vous pensez au prochain film donner un rôle plus important? Pues sí, realmente sí. Sí que es verdad y nos lo dicen mucho, ¿no? Como nuestras dos películas son protagonizadas por mujeres. En el primer caso eran 2 mujeres y en este caso 3, ¿no? Y bueno, incluso nos decían a ver si nos queríamos especializar en el cine de mujeres, ¿no? Y no, ha sido algo casual. Realmente la primera historia bueno, estaba basada en hechos reales de alguna forma, porque unas amigas mías les pasó una situación parecida, y en esta segunda historia se nos hacía más creíble todo desde el punto de vista de una madre, por un lado, que yo creo que el sentimiento de la pérdida de un hijo que es quizás diferente, y también pues por prejuicios o lo que sea, también se nos hacía más creíble ver a una mujer recibiendo flores, ¿no? Entonces, por eso, al final decidimos hacerlo con mujeres. On nous l'a dit en fait plus d'une fois et c'est vrai que dans le premier donc il y avait 2 femmes, ici ce sont 3 et on nous a demandé si on allait se spécialiser dans le cinéma de femmes mais non, c'est plutôt le hasard qui a fait cela et notamment donc dans le premier c'était basé sur des faits réels, des choses qui étaient arrivées à des amis à nous proches donc qu'on avait envie de raconter et des amies femmes et ici c'était plus crédible que de raconter cette histoire à travers une mère qui perd son fils, parce que cette douleur, ce besoin de mémoire aussi était plus crédible. Et par rapport aussi à des préjugés pour l'autre personnage de Anna, qu'une femme reçoive des fleurs, c'est quand même plus logique, si on peut dire entre guillemets, qu'un homme qui reçoit des fleurs. Voilà. Donc c'est ça qui a fait que finalement, là, on reparle de femmes. La siguiente película va a ser de hombres. Le prochain film, oui, ça y est, ce seront avec des hommes. Si acabamos haciéndola. Si on arrive à le faire. Pero bueno, es la historia de un personaje real que existió en el siglo XIX en la zona de la que venimos nosotros, del País Vasco, que fue el gigante de Alto y que llegó a ser la persona más alta de su época. Entonces tiene una historia dramática y que nos parece muy interesante y ahí andamos, dándole vueltas a esa historia. Pero es una historia de época y con hombres. Donc, le personnage principal de notre prochain film, en tout cas qu'on est en train de travailler, fait partie du Pays Basque, mais a vécu au 19e siècle. Et en fait, c'est un personnage réel qui était donc un géant. C'était la personne la plus grande de cette époque, de son époque, et bon, qui a vécu des choses quand même assez dures aussi, dramatiques. Donc il y a de quoi raconter vraiment une histoire. Et voilà, on est en train d'y réfléchir. Mais voilà, on espère, ça sera un homme en tout cas. Bon, je pense qu'on va finir comme ça. Je vous remercie vous parce que
les questions étaient vraiment très, très intéressantes, je trouve. Et je pense qu'on va tous remercier Jon Garagno. Et on va te dire à bientôt pour El Gigante de Alto, n'est-ce pas? Merci, Jon.